Donc je voulais que Amélie peut-être nous parle un peu des thèmes de prédilection justement des mangas, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de folklore lié à l'histoire du Japon, à ses mythologies et tout ça. Comme je disais, la capacité du Japon à syncrétiser un petit peu tout ce qu'ils trouvent, à la fois leur propre mythologie et puis les modèles qu'ils trouvent en Europe ou ailleurs, c'est une capacité connue. Ce qu'il y a, c'est que chez eux, en fait, les mangas se cataloguent en genre suivant la cible, en fait, le lectorat visé. Donc le shonen pour les garçons, le shoujo pour les jeunes filles, le seinen pour les jeunes adultes, etc. Les thèmes, enfin, un monde fantastique, un monde ou la space opéra, ouais, avec des robots géants, puis des situations politiques assez un peu plus étoffées. En fait, j'ai l'impression, moi, que c'est un décor qu'ils choisissent. Les éléments fantastiques ou magiques ou une technologie supérieure, on en retrouve beaucoup dans des mangas qui racontent des histoires de jeunes adolescents héros d'une histoire fantastique mais dans un univers réel, quotidien, avec l'intrusion d'un élément fantastique. Mais c'est juste un outil. L'intérêt dans le manga, c'est en fait le rythme de l'histoire qui se poursuit, contrairement aux comics où on suit plutôt un héros, et plus particulièrement des super-héros qui sont en quelque sorte la mythologie de l'Amérique, puisqu'ils n'ont pas de mythe antique comme nous en Europe ou en Asie. Donc c'est un pays jeune, et leurs super-héros, ce sont leurs héros grecs ou leur divinité ancestrale. Voilà. Et comme les mangas, ils piochent partout. Ils utilisent un peu de tout, mais c'est pas... il n'y a pas vraiment de genre. Par exemple, on trouve des mangas avec des robots géants, mais aussi de la magie. Je ne sais pas si vous avez vu Vision d'Escaflowné, qui est un dessin animé qui était vraiment, vraiment très chouette au niveau de la qualité de la réalisation. Ils mélangent un peu tout. Et ça ne les dérange pas. Voilà, c'est pas ce qui compte essentiellement, c'est plutôt le rythme de l'histoire. Voilà. Et pour ce qui est de l'inspiration... les mangas, Tezuka a été inspiré par Disney. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a des comics américains qui ont été, dès les années 70, inspirés des comics. Je pense à Wendy Pini, qui a dessiné et écrit ElfQuest. Et elle a été très influencée par les mangas, parce qu'on lui avait ramené du Japon, mais plus particulièrement par Osamu Tezuka lui-même, puis aussi Lone Wolf and Cub. Et en fait, elle a été une des toutes premières à être inspirée graphiquement par les mangas. Et ElfQuest, ça n'existe plus, je crois, maintenant, mais ça reste une pierre de l'édifice de l'histoire des comics américains. Voilà. Je laisse la parole à Dominique, et puis après, on pourra poser les questions. Non, c'était juste pour une petite précision que je trouve assez intéressante par rapport justement au rythme des histoires et des mangas. Parce que je trouve que l'anecdote est assez intéressante. Alors je ne sais pas sur quoi c'est fondé, mais c'est que en fait, les parutions d'une série en manga, c'est une vingtaine de pages toutes les semaines à peu près. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse lire entre deux stations de métro au Japon son épisode en fait. Et donc c'est là aussi on se rend compte que ça formate une narration, une façon de raconter une histoire. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve ces espèces de gros recueils avec de prépublications qui sont lus à une époque beaucoup dans le métro. Maintenant beaucoup moins parce que l'arrivée du portable, non, mais c'est assez impressionnant. Parce qu'on va au Japon, j'ai eu la chance d'y aller il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on voit 90% des gens qui sont avec leur portable, qui regardent soit la télé, soit qui communiquent, qui font des trucs. Je sais pas, peut-être qu'ils lisent des BD dessus, j'en sais rien, mais... Ouais, voilà. Mais effectivement, on voit assez peu. C'est vrai que le jour où le shonen sort, on en voit quelques-uns qui l'ont dans le métro, mais ça reste presque marginal. Ouais, juste un truc, excusez-moi. Non, puisqu'on est sur les formats de lecture et de publication, alors c'est vrai que je pense que chaque pôle est adapté au lecteur. Et c'est vrai que ce que disait le monsieur tout à l'heure, c'est tellement vrai que le public s'est déplacé des kiosques aux librairies. La narration a changé dans les comics. Les comics, c'est 22 pages de BD tous les mois dans des petits fascicules sur du papier pas cher.
en couleur, et c'est devenu à l'époque chaque fascicule contenait une histoire, et maintenant qu'on fait des recueils de presque toutes les séries qui contiennent 4 ou 5 numéros et que c'est ces recueils qui contiennent une histoire, la narration s'est vachement décompressée en fait. Les comics sont devenus les histoires prennent plus d'ampleur, on développe beaucoup plus les choses, alors qu'avant Spider-Man, il y avait l'arrivée de l'adversaire, la baston, et à la fin c'était fini. Et là les histoires se déroulent sur 4-5 numéros en vue du recueil en fait. Donc les gens écrivent pour un support qui n'est plus vraiment adapté, celui de la première publication n'est plus vraiment adapté. Et ce que vous disiez sur le fait que les personnages sont juste des réservoirs, des icônes culturelles, c'est vraiment ça. En gros, c'est Hollywood qui maintient artificiellement en vie la BD pour en tirer des films. Voilà, c'est ça. Et la pub et les. Oui. DC appartient à Warner, Marvel appartient à Disney. Et voilà, mais ça fait peut-être 30 ans que les vrais revenus de Marvel, c'est quand même la pub et les produits dérivés, quoi.